Les seules choses qu'on pourra faire, c'est des recensements, des évaluations, mais effectivement, beaucoup vont manquer à l'appel. Et ça veut dire aussi des deuils qui peuvent pas être faits, des traumatismes qui sont portés. Et puis là, ben, on parle des victimes directes, hein, mais on sait très bien que dans les guerres, le plus grand nombre, c'est les victimes indirectes, c'est-à-dire ceux qui peuvent plus maintenir parce qu'ils ont perdu leurs parents, parce qu'ils peuvent plus nourrir, parce que voilà, ils sont Estropié. exactement avec toutes les difficultés qu'il y a et à tous ceux qui n'ont pas pu se soigner parce que les hôpitaux ont été bombardés et là aussi complètement détruits. Tout le système de santé qui est plus capable de faire son travail. Même à ce jour, hein, les médecins sont toujours interdits de rentrer dans la zone, y compris les journalistes, hein. Donc ça, c'est pour moi deux preuves qui montrent que en fait, euh, l'horreur et le génocide n'est pas terminé, puisque vraisemblablement on continue de vouloir cacher les choses et qu'on ne permet pas, ne serait-ce que de l'aide de compétences si attendues, si nécessaires à rentrer avec les médecins notamment. Moi, je pense que par rapport à ce chiffre de 20 000 Enfants. morts attestés en hôpital, plus un 10% de constatés dans les ruines, c'est de là que cette ONG tire ce chiffre. Faites l'exercice. Si on met côte à côte ces enfants, que ce soit des bébés de 1 jour ou des jeunes, mettez-les côte à côte dans votre imagination. Puis quand vous partez faire un footing le matin ou quand vous partez faire un vélo, vous mettez vos petits chronomètres, là vous mettez sur 0, faites les 10 kilomètres. Et imaginez que vous courez ou que vous roulez sur des enfants, épaule contre épaule, pendant 10 kilomètres. Pour imaginer ce que c'est comme perte de vie, comme perte de futur, comme perte d'espoir pour une population. Enfin, de toute façon, peu importe que ce soit des Palestiniens ou autres, c'est pas une population qui perd ça, c'est l'humanité qui perd tous ces espoirs de vie, en fait. Et c'est gigantesque de faire ça. En partant en voiture, vous travaillez à 10 km, vous savez le temps que ça vous prend. Imaginez que sous vos roues de voiture, il y a ces enfants côte à côte, avec des bébés, des jeunes, des garçons, des filles. Et faites le trajet pour vous rendre compte de ce que ça représente. C'est phénoménal. Et tout ça, pour une population qui est emprisonnée dans quelques mètres. La bande de Gaza, c'est quasiment exactement le lac de Neuchâtel dans sa forme et dans son étendue. C'est très facile d'imaginer. Vous arrivez avec les plus grandes armées du monde pour bombarder tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de possible là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de justifiable là-dedans? Vous avez dû le voir comme moi ce week-end, Zelensky s'est entretenu avec Donald Trump et on a l'impression qu'il le supplie, hein, il le supplie de mettre fin à la guerre et de faire un schéma un peu identique à celui qui s'est déroulé là il y a quelques jours dans la bande de Gaza, même si ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas terminé. Mais oui, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est un Minsk 3. C'est ce qu'ils veulent, c'est un Minsk 3. C'est-à-dire pour ça que de quoi ils parlent au départ? Pas d'un accord de paix. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. C'est exactement ce sur quoi on a démarré avec les accords de Minsk 1 en fin 2014 et les accords de Minsk 2 début février. Résultat, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit de plus. Et encore, le cessez-le-feu n'a jamais été pleinement respecté, sauf quelques jours en 2020. Bon, donc ils veulent un accord de Minsk 3. Ils veulent de nouveau gagner du temps pour laisser le temps à Kiev de remettre une armée sur pied, parce que là, ils ont des pertes tellement énormes qu'ils raflent les hommes dans les rues, hein, ils les bussifient, comme on appelle ça. Alors, pourquoi le mot bussifier? Eh bien parce que les hommes du commissariat militaire, du TCC, comme on les appelle, débarquent dans des minivans. Ils sont à 4 ou 5 mecs pour attraper un homme. Et donc, le fourguer de force dans le minivan, direction le commissariat militaire, où on va faire en sorte que monsieur signe son contrat de mobilisation, quitte à lui taper dessus, hein, pour bien lui faire comprendre à quel point il doit aller défendre sa patrie. Et donc, mais ces gens-là, vous comprenez bien qu'ils sont pas motivés. Résultat, beaucoup désertent avant même d'arriver sur le front. Le mois dernier, donc au mois de septembre, l'Ukraine a eu 19 000 désertions. 19 000. Et ils sont à une moyenne de 17 000 depuis plus d'un an.
Donc forcément, là, ils ont des hommes qui sont inexpérimentés, qui passent à peine quelques jours sur le terrain d'entraînement, qui sont pas motivés. Bon, c'est pas une bonne armée, on est bien d'accord. Donc c'est clair que eux, ce qui les arrangerait, c'est un cessez-le-feu pour essayer de recruter des gens motivés, les envoyer quelques mois à l'entraînement, en profiter aussi pour recevoir de nouvelles armes occidentales et essayer de remettre en fait l'armée ukrainienne sur pied pour relancer en fait une attaque comme ils ont fait en 2022. Ce qu'ils ont fait en 2022, je rappelle, pour ceux qui pensent que tout a commencé le 24 février, je rappelle, le 17 février 2022, une semaine avant l'intervention de la Russie, l'armée ukrainienne a commencé à massivement bombarder les deux républiques populaires de Donetsk et de Lugansk en violation des accords de Minsk, a jeté en fait les accords de Minsk à la poubelle et a commencé en fait à préparer une attaque de grande envergure pour reprendre par la force ces territoires qui avaient fait sécession. C'est pour ça que la Russie est intervenue. Parce que les deux républiques n'auraient pas pu tenir face à une attaque aussi massive avec leurs propres moyens. Donc, on sait très bien quel est leur plan. Leur plan, c'est de nouveau un cessez-le-feu pendant 5 à 10 ans, former toute une génération supplémentaire de jeunes complètement lobotomisés, bandérisés à l'idéologie néo-nazie, et puis après entraînement, correct et dotation en armes de l'Occident pour leur laisser le temps de refaire des stocks, repartir à l'assaut. C'est ça l'idée. C'est-à-dire ils ont commencé en 2014, ça s'est pas bien passé pour eux. 2015, ils se sont pris la deuxième rouste, donc accord de Minsk numéro 2. Bon, là, ils ont attendu pendant 7 ans avant de retenter, mais le but, c'est de refaire la même. Et ça, la Russie l'a compris. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine a dit il n'y aura pas de cessez-le-feu. On négocie pendant que les combats ont lieu et on se met d'accord pour un accord de paix. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord, on cesse le feu, mais pas avant. Et puis n'oublions pas aussi que suite justement à la rencontre de Vladimir Poutine avec Donald Trump à Anchorage, n'oublions pas que toute la délégation de l'OTAN, les pays européens, Ursula von der Leyen et Zelensky, lorsqu'ils se sont rendus à la Maison-Blanche, il y a quand même eu un contrat d'achat d'armes d'acheter conclu avec Donald Trump. Donc là, effectivement, l'Ukraine attend ces armes-là. Moi, je pense que c'est historique un petit peu, mais le français est un peu loin à la détente, entre guillemets. C'est normal, mais qu'à partir du moment, par contre, où il se réveille, il faut du temps pour arrêter la machine à couper les tronches, quoi. Alors, on a eu les Gilets jaunes qui ont été un mouvement spontané, qui aurait pu aller très loin, qui a été aussi très bien détourné par les pouvoirs médiatiques et politiques, mais qui avait en son sein quelque chose de très français, comme tu disais, spontané et d'un ras-le-bol qui dit, comme ton ouvrage, qui dit merde, complètement, qui s'est stoppé au bout de 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'il jouait l'usure. Le pouvoir jouait l'usure et forcément ça marche. Est-ce que tu penses qu'on a retrouvé l'énergie de repartir au combat, j'ai envie de dire? Est-ce que les Français ont retrouvé cette niaque de dire merde? Est-ce qu'ils ont retrouvé cette niaque? Non, pour l'instant non. Mais non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent merde à l'intérieur, oui. Par contre, pour l'instant, c'est pas une colère sortie, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont... Enfin, je pense. Encore une fois, je l'espère, je suis dans l'espérance qu'ils vont le faire. Je peux pas deviner ce que fera le peuple. De toute façon, c'est un peu la phrase... J'ai plus exactement la phrase, mais c'était Jean-Pierre Léaud dans un Philippe Garrel qui disait... Pour qu'il y ait une révolution, il faut parler révolution, mais il faut avant tout que la révolution, il faut qu'il y ait les conditions, que les conditions de la révolution sont réunies. Donc c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, mais pour qu'il y ait une révolution, il faut que les conditions soient réunies. Et si les conditions sont réunies, il faut qu'il y ait une révolution. Voilà, pardon. Mais donc on peut pas savoir à partir de quel moment. Ce que je peux dire, ce qu'il faut faire déjà, c'est être dans l'action. C'est-à-dire dans l'action, c'est pourquoi pas aller manifester, c'est une action concrète, mais c'est lire des bouquins, c'est lire Nexus, c'est déjà lire, c'est déjà une action. S'autonomiser, se responsabiliser. Se responsabiliser, c'est déjà une action. Il faut arrêter ce truc aujourd'hui où quand on dit quelqu'un qui lit, il est feignant. Enfin, non, quelqu'un qui lit travaille quelque part. Quelqu'un qui écrit aussi d'ailleurs, pour me défendre ma paroisse, mais non, mais quelqu'un qui lit et quelqu'un qui travaille intellectuellement. C'est ce que disait André Gorz, qui était un philosophe communiste, marxiste, pardon, mais la technique était acceptable parce qu'elle faisait gagner du temps de travail, mais le temps de travail gagné était acceptable
pas acceptable. Et c'était fait pour que le citoyen ait plus de temps pour réfléchir. Oui, s'émanciper. Voilà, pour s'émanciper et pour réfléchir au commun. C'est C'était vrai. l'osium ou la scolée grecque. C'est plus trop le cas. Loisir studieux. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On n'est plus trop dans les loisirs studieux. On n'est plus dans le loisir studieux. Mais c'est ce que le pouvoir a compris. Encore une fois, pour une raison simple, c'est même pas eux qui l'imposent. C'est pour ça que c'est ça qui est subtil, il n'y a aucune imposition. C'est qu'ils savent, au-delà du fait qu'ils travaillent certainement qu'ils travaillent et qu'ils savent très bien comment marche la psychologie humaine, la psychologie sociale, ça c'est sûr, mais ils jouent sur la nature humaine. On a tous cette tendance quand on rentre chez nous, à se foutre devant la télé. C'est complètement humain. Et on ne va pas condamner personne. On ne peut pas condamner les gens alors que je le fais moi-même. Mais ils jouent là-dessus. Ils font ça. Proposons-leur des conneries. Il était en son pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Était-ce une erreur? De toute évidence, oui, mais c'était en son pouvoir. C'était sa prérogative constitutionnelle. Eh bien, de la même manière, il en va de la prérogative institutionnelle des députés de la République de censurer un gouvernement dans lequel ils ne se reconnaissent pas. On rappelle quand même que le budget de François Bayrou, tel qu'il a été ébauché en juillet 2025, tel qu'il commençait à être mis en œuvre, parce qu'on rappelle quand même que tout en disant François Bayrou, tout sera sur la table, tout sera négociable, le Parlement aura le dernier mot, François Bayrou avait déjà commencé à préparer des décrets, notamment des décrets dans le domaine de la santé, pour doubler les franchises médicales, pour doubler cet impôt fait sur les plus malades, et fait d'ailleurs sur les plus défavorisés, puisqu'il n'est absolument pas proportionnel à tes ressources. Face à cela, qu'est-ce qui s'est passé? On a des oppositions qui ont appliqué non seulement leur droit constitutionnel le plus absolu, mais leur devoir politique le plus élémentaire, celui de censurer un gouvernement avec lequel ils étaient en grand désaccord. Dans la bouche d'Emmanuel Macron, ça devient de la déstabilisation et de l'instabilité. Mais il était de son devoir à lui d'avoir conscience des équilibres politiques à l'Assemblée nationale. Il était du devoir de François Bayrou d'être capable de chercher une coalition, d'être capable de construire un compromis, de construire un consensus si tant est que cela était possible. C'est l'échec de François Bayrou, c'est l'entêtement d'Emmanuel Macron qui provoque cette censure, qui provoque ce rejet, alors même qu'à l'Assemblée nationale, ils sont en minorité, alors même qu'en face d'eux, ils ont des oppositions, qu'il s'agisse des partis et groupes issus du NFP ou même du Rassemblement national, qui leur disaient « mais jamais de la vie on ne vote ça ». C'est eux qui ont fait le choix de pas écouter. C'est eux qui ont fait le choix de rester sourds. C'est eux qui ont fait le choix même de commencer à appliquer ce projet de budget, alors que 1, il était massivement rejeté, et que 2, ils promettaient de ne pas l'appliquer avant que le Parlement soit prononcé. Et derrière, ils sont censurés, et maintenant ils s'en étonnent. Moi j'assure la continuité, la stabilité, je continuerai de le faire. Ce que nous vivons, c'est la pure, pleine et entière définition de ce que j'ai appelé la logocratie. Cette sidération d'abord, puis cette colère ensuite, que je pense nous ressentons, c'est précisément les émotions qui sont suscitées par un gouvernement logocrate. Le mot a l'air complexe, et je sais bien que l'imposer dans le débat public sera difficile, mais je crois que cette séquence ne fait qu'en démontrer l'absolue nécessité. La logocratie, c'est le moment où la parole officielle se décorrèle du réel. Le moment où le gouvernement choisit de laisser sa parole être contaminée par les mensonges et la déloyauté, jusqu'à se permettre de regarder le peuple les yeux dans les yeux et lui donner du monde une description radicalement différente de ce que le peuple lui-même peut observer, de ce que chacune et chacun d'entre nous pouvons nous-mêmes constater. Tout le monde a bien compris qu'Emmanuel Macron avait profondément déstabilisé nos institutions, qu'il avait joué avec le feu, avec notre Constitution, qu'il en avait exploré les limites de chaque virgule, qu'il s'était plu à utiliser chaque ligne de la loi pour faire prévaloir sa volonté contre celle du peuple. Ça a été manifeste au moment de la Convention citoyenne pour le climat, au moment du grand débat national, ça a été manifeste au moment de la réforme des retraites, c'est manifeste aujourd'hui avec les suites que nous connaissons des élections législatives de 2024. Emmanuel Macron a brutalisé notre Constitution, c'est d'ailleurs le nom que ça porte, le brutalisme constitutionnel. Il a brutalisé notre Constitution. Il a brutalisé la loi pour l'utiliser jusqu'à la dernière virgule afin de faire prévaloir sa volonté, quitte à en piétiner l'esprit. Tout cela pour ne jamais lâcher le pouvoir. La première attaque sur la propriété privée, c'est peut-être la plus évidente. Ce sont évidemment les impôts.
Depuis la suppression de la taxe d'habitation, on l'a tous vu, les communes ont trouvé une nouvelle vache à lait, c'est la taxe foncière. Plus 15%, plus 20%, parfois plus 30% en un an, c'était prévisible, certains l'avaient annoncé, la taxe foncière a explosé. Résultat, la propriété devient un abonnement forcé à l'État. Tu as travaillé toute ta vie pour acheter ton toit et tu dois le racheter, en tout cas en partie, chaque année. Et pendant ce temps, on reparle de durcir les droits de succession. Ça revient régulièrement dans le débat public, autrement dit, taxer ce que tu veux léguer à tes enfants. L'impôt sur la fortune a été allégé pour les actions, les valeurs mobilières, mais pas pour la pierre. Totalement injuste. On ne taxe pas les fortunes volatiles, on taxe les foyers enracinés. C'est exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Deuxième attaque sur la propriété privée, ce sont les normes, les fameuses normes, les DPE, cet acronyme formidable pour les diagnostics de performance énergétique. Et ça, c'est la terreur de milliers de propriétaires, dont moi, évidemment, parce que c'est une note arbitraire qui est souvent issue d'un logiciel comme ci, comme ça, qui peut te condamner à ne plus louer ton logement ou t'obliger à faire des travaux ruineux. Et ces diagnostics, ils sont souvent faits et pensés par des technocrates qui ne comprennent absolument rien aux vieilles bâtisses, qui comprennent rien aux matériaux anciens, qui comprennent rien aux logiques thermiques naturelles. Et donc, le résultat de ça, c'est quoi? Vous pouvez demander à tous les artisans que vous voulez. Des maisons totalement étouffées sous l'isolation, transformées en Tupperware thermique. Et donc, le plus pervers dans tout ça, c'est que c'est la crise climatique qui est instrumentalisée. On t'explique qu'il faut sauver la planète, en veux-tu, en voilà, pour t'imposer toujours plus de normes et donc des taxes déguisées. Des règles qui changeront évidemment rien au climat, mais qui créent de nouveaux marchés, des subventions, des audits, des matériaux verts, des certifications pour des copains bien placés. En fait, c'est une économie de la contrainte. On t'impose et toi, tu payes et d'autres encaissent. La planète, c'est le prétexte. Le business, c'est le moteur. Et pendant ce temps-là, on te dit que la maison individuelle, souvenez-vous de la fameuse Emmanuelle Wargon qui disait que la maison individuelle, c'est un non-sens écologique. Ton pavillon de jardin, ton pavillon, je veux dire, ton jardin, ton rêve d'indépendance, tout ça, c'est terminé.